Bon, bonjour à tous et bienvenue à la finale du concours de start-up innovantes du Salon des maires d'Île-de-France. C'est aujourd'hui, on profite de la journée du numérique pour vous présenter 6 startups qui ont été lauréates du concours qui a été organisé cette année, donc 2018, avec 6 grands thèmes qui ont été les transports et la mobilité, pour le premier des thèmes, l'énergie et l'industrie, le Civitech et l'éducation, les industries créatives et la culture, la science de la vie et l'agriculture, et vivre ensemble et le sport. Et dans chacune de ces catégories, nous avons un lauréat, et chacun de ces lauréats va vous présenter aujourd'hui le projet de son entreprise et va vous présenter comment il va révolutionner la ville de demain et surtout quel lien il a aujourd'hui avec les territoires et les territoires connectés. Nous aurons dans l'ordre Laurent Joly de la société Lalilo, qui nous présentera de la manière dont il permet de faciliter l'apprentissage de la lecture. Nous avons Kevin Leport, que je vois là-bas, de Beldi, qui gère les cycles de vie du bâtiment. Nous aurons Étienne Tellier d'Iconem, dans la partie industrie créative et culture. Nous aurons Florence Herry de Libero. Et nous aurons Marc Lepage de All In Factory, qui nous rejoindra après. Et nous finirons sur la partie sport et vivre ensemble avec Filter et Dieudonné Moukoué. Je vais demander tout de suite à Lalilo de nous rejoindre, à Laurent. Donc Laurent, tu connais les règles. Tu auras exactement 7 minutes pour présenter. Nous avons le jury qui est juste en face de toi, qui va t'écouter présenter la société. Et nous avons au niveau du jury Michel Paolucci de KPMG. Bonjour Michel. Nous avons Corinne Span d'Orange. Nous avons Sophie Pelat d'IT Transition. Nous avons Floriane de Bastard. Bonjour Floriane de la Tribune. Nous avons Christophe Hippolito qui représente les élus et la mairie de Nogent-sur-Marne. Nous avons Pierre-Marc Dufraise de l'association des maires d'Île-de-France. Il y aura Ibrahim Dufriche qui sera avec nous de la ville de Montreuil, et bien sûr Alexa Dubranche, la vice-présidente de la région Île-de-France. Laurent, je vais préparer ta présentation et je vais te laisser présenter Lalilo pour ce premier pitch. Merci beaucoup. Bon, dans la catégorie éducation, je voudrais Lalilo. Super. Merci à tous. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui et de commencer ce concours de pitch. Alors à Lalilo, on a une ambition, c'est de mettre fin à l'illettrisme. Alors on pourrait penser que c'est un sujet qui concerne principalement les pays en développement. En l'occurrence, dans un pays développé comme la France, c'est un peu plus compliqué. Je vous demandais juste d'imaginer si vous ne saviez pas lire. Alors déjà, sur vos prises de notes aujourd'hui, vous auriez un petit peu de difficulté. Mais surtout, on sait qu'aujourd'hui, il y a 20% des élèves qui arrivent en 6e sans savoir lire en France, dans un pays qui est justement un pays développé. Alors en plus, quand on regarde les études qui portent sur l'ensemble de l'Europe, on se rend compte que la France arrive en avant-dernière position au niveau des concours de lecture en CM1, ce qui pose un petit problème. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est tout simplement de transformer les bons profs, parce qu'on a beaucoup de bons profs en France, en professeurs d'exception. Parce que pour réussir à faire réussir tous ces élèves dans une salle de classe, ça demande énormément d'énergie. Ça demande déjà beaucoup d'énergie de préparer un cours pour l'ensemble des élèves de la salle de classe. Mais alors ça demande encore plus d'énergie s'il faut préparer un cours pour les élèves en difficulté, un cours pour les élèves en avance. Et parmi les élèves en difficulté, bien sûr, il y a tout type de difficultés, il va falloir préparer beaucoup de choses différentes. Alors notre solution, c'est de proposer une plateforme ludique pour les élèves, pour leur permettre d'apprendre, mais surtout un bon outil pour les professeurs, pour qu'ils puissent suivre les progrès de leurs élèves, leurs difficultés, pour qu'on puisse leur faire des rapports qui leur permettent vraiment de faire progresser tous les élèves de leur classe, chacun à leur rythme. Alors au niveau de la plateforme enfant, on a un challenge, c'est de réussir à faire passer les enfants d'une motivation extrinsèque, d'une gamification classique, c'est-à-dire je vais gagner des points et je suis content pour ça, à une motivation intrinsèque. En fait, ces points, je vais les gagner, mais ça va surtout me permettre d'apprendre à lire. Et apprendre à lire, comme vous le savez tous, c'est vraiment fondamental dans notre société aujourd'hui. Alors pour ça, on va leur donner des récompenses sous forme de petites histoires. Ces petites histoires, d'abord on va leur lire, puis ça va être à eux de les lire. Et comme ils vont les trouver super chouettes, et ça va leur permettre de progresser et d'être motivés par l'apprentissage de la lecture pour l'apprentissage de la lecture. Notre spécificité, c'est que dans l'équipe, on est une vingtaine aujourd'hui, on a orienté l'équipe sur 3 pôles vraiment fondamentaux. Le premier, c'est la pédagogie. Parce que enseigner la lecture,
c'est une science qui existe depuis longtemps, on apprend à lire depuis très longtemps. C'est compliqué, ça demande de l'expertise. Et aujourd'hui, il y a surtout beaucoup de travaux en psychologie cognitive qui nous permettent d'apprendre encore mieux comment les enfants apprennent à lire. Et donc on va utiliser toute cette connaissance au sein de notre produit. La deuxième grande catégorie qu'on a dans notre équipe, c'est la partie intelligence artificielle. Alors là-dessus, on a deux parties. Une première partie qui est sur ce qu'on appelle la différenciation scolaire, cette idée d'aider les élèves à apprendre à leur rythme, suivant leur niveau, suivant leurs difficultés et suivant leur façon d'apprendre. Donc la technologie qui est derrière, c'est ce qu'on appelle de l'adaptive learning et ça nous permet de proposer les bonnes activités aux bons élèves au bon moment. Et ça nous permet également de faire des bons rapports pertinents pour les professeurs dans leur salle de classe. La deuxième partie qu'on a, c'est une partie qui va nous permettre d'augmenter le temps de lecture à voix haute dans la salle de classe. Aujourd'hui et depuis longtemps, on manque de temps dans les salles de classe pour faire lire les élèves. Et pourtant, pour apprendre à lire, il faut lire. Alors tous les prétextes sont bons, évidemment. On va proposer à un élève de lire un petit texte, une consigne à chaque occasion. Et on va dire aux autres élèves dans la salle de classe de lire dans leur tête en même temps que l'autre est en train de lire. Et on sait que ça marche très bien, évidemment. Mais concrètement, on manque de temps de lecture dans la salle de classe. Alors pour ça, et puis quand quelqu'un lit, en fait, ça demande une personne à part entière pour lui donner du feedback, lui dire non, attention, relis ce passage, tu as fait une erreur. Donc là-dessus, on développe une technologie de reconnaissance vocale très spécifique qui n'est pas là pour reconnaître ce que les enfants lisent, puisqu'on sait très bien ce qu'ils sont en train de lire, on leur demande de le lire, mais pour reconnaître les erreurs qu'ils font dans cette lecture, pour leur donner un retour immédiat et leur permettre de progresser et d'augmenter donc ce temps de lecture à voix haute dans la classe. Et évidemment, donc j'en parlais tout à l'heure, la troisième grande partie du travail qu'on a à faire, elle est sur l'expérience utilisateur et la gamification au sein de la salle de classe. Alors dernièrement, on est passé donc de 50 à 600 professeurs en 4 mois, sachant qu'on a lancé ce produit au début de l'année scolaire. On a 15% de croissance hebdomadaire et on est principalement basé aux États-Unis. Notre modèle, c'est de proposer une version gratuite pour l'ensemble des professeurs des écoles, à qui on va proposer donc des activités pour les élèves, et au niveau du prof, des rapports d'activité. Et là, actuellement, on est en train de réfléchir donc, pour la rentrée prochaine à une version premium qui va permettre d'agréger des données au niveau des collectivités pour leur permettre de savoir éventuellement si les matériels qui ont été achetés pour la collectivité sont effectivement utilisés. Éventuellement de faire de la détection précoce d'échecs scolaires. Aujourd'hui, quand il y a un élève qui est en difficulté en rentrant en maternelle, on va s'en rendre compte finalement en CP qui va être en difficulté. On va attendre le CE1, le CE2 et parfois le CM1 pour mettre en place des dispositifs spécifiques pour les aider. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher évidemment de faire rattraper un élève 4 années de retard que d'intervenir directement en CP. Alors, je vous remercie beaucoup. Au final, c'était pas tout à fait les slides que j'avais prévus, ce qui explique que mon discours était un peu différent des slides. Mais si vous avez d'autres questions, je serais ravi d'y répondre ultérieurement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent. Laurent de Lalilo. Vous avez tous une feuille comme ça aujourd'hui, alors le jury en particulier. Ça va vous permettre de scorer finalement le pitch que vous avez vu aujourd'hui. Et puis surtout, vous avez une partie commentaire qui va permettre à chaque start-up en fait, de progresser et d'avoir vos questions. Donc n'hésitez pas à la remplir et juste de le rendre après. On leur transmettra vos questions et vos commentaires. J'ai demandé à Kevin Leport de Beldi de nous rejoindre. Et avec les bonnes slides cette fois. Au début. Pardon. Parfait, merci beaucoup. Kevin, c'est à toi. Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter, Kevin Leport, CEO de la startup Buildy. Alors tout d'abord, merci à la BPI, à la MIF et aux différents partenaires de nous accueillir ici aujourd'hui. Alors je vais vous présenter la startup Buildy. Ce qu'on propose, c'est de mettre à disposition de vos services techniques, vous collectivités, une application mobile pour récupérer de la data fiable et pouvoir vous accompagner sur de la gestion immobilière et maîtriser le cycle de vie de vos bâtiments. Aujourd'hui, vous collectivités, vous avez des parcs immobiliers, des écoles, des bibliothèques, des bâtiments administratifs qui sont soumis à des vagues environnementales et réglementaires, avec le Grenelle de l'environnement, la COP21 et d'autres. J'entendais encore avant-hier, mardi, le département des Yvelines qui a signé la charte de l'efficacité énergétique et environnementale et qui doit donc faire des économies sur ses collèges, par exemple.
Donc il y a différents outils qui sont en train d'être développés, comme des objets connectés ou le Building Information Modeling, le BIM, pour centraliser les données autour d'une maquette 3D. Malheureusement, c'est plutôt des solutions onéreuses qui sont dédiées à des bâtiments de nouvelles constructions. Nous, notre mission avec Buildy, c'est de vous accompagner, d'accompagner vos bâtiments existants sur l'accès à la transition énergétique et la conformité réglementaire. Le marché de l'immobilier est assez vaste. Il y a 930 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires en France. Et vous, collectivités, vous détenez plus de 30% de ces bâtiments. En France, il y a 12 milliards d'euros chaque année qui sont dépensés sur l'analyse du patrimoine et l'exploitation. Une dépense très importante qui pourrait être réduite si nous mettions à disposition des gestionnaires de bâtiments et des exploitants des outils innovants. Un exemple très concret, on a discuté avec la ville de Caen qui nous a soumis un problème récurrent. Ils ont de nombreuses réglementations qui viennent au fur et à mesure s'appliquer sur leurs bâtiments communaux. Et malheureusement, la chaîne des acteurs, que ce soit le maire, l'équipe technique ou même les bureaux d'études, ont de moins en moins de budget pour répondre à ces réglementations. Mais il faut quand même aller chercher la donnée qui répond à cette réglementation et qui est concernée par cette réglementation. Malheureusement, les informations du bâtiment sont assez dispersées dans le bâtiment et on perd du temps à aller les chercher. Pourquoi? Parce qu'on manque d'échanges, on manque d'historique sur les actions réalisées. Ce qu'on propose avec Buildy, c'est une solution pour structurer cette démarche en deux phases. Tout d'abord, nous avons une application d'audit numérique pour accompagner vos équipes techniques sur une récupération fiable de la donnée terrain. Qu'est-ce que la donnée terrain? Ce sont les caractéristiques techniques de vos installations de chauffage, de climatisation, d'électricité ou même de sécurité incendie. Grâce au savoir-faire intégré dans notre application, on récupère plus rapidement la donnée et elle est fiable et va pouvoir vivre sur la durée. Pourquoi sur la durée? Parce que nous allons restituer aux différents exploitants du bâtiment sous la plateforme web Buildy, une priorisation d'actions en fonction de votre besoin et de ce dont vous avez envie de faire. C'est-à-dire un plan d'action de travaux pour une meilleure allocation budgétaire ou bien un plan d'action de performance énergétique pour réduire vos consommations et autres. Donc si on prend un peu de recul sur la solution, Buildy apporte de la valeur ajoutée sur 3 couches. Nous accompagnons les auditeurs sur la récupération standardisée des données grâce à notre application mobile. La récupération est plus rapide et plus fiable. Nous centralisons les données un peu comme le Building Information Modeling. Nous centralisons les données avec des documents annexes sur les équipements, sur votre bâtiment, sur tout votre patrimoine. Et ensuite, les algorithmes et la technologie de Buildy va pouvoir vous restituer un conseil au quotidien, de l'assistance intelligente pour réduire vos consommations ou atteindre la conformité réglementaire. Un exemple, demain une nouvelle réglementation sort sur les éclairages, vous ne savez pas si vous êtes concerné, Buildy va vous dire vous êtes concerné sur tel équipement et vous devez faire ça simplement. Alors il y a des outils qui se développent un peu à droite à gauche. Des auditeurs essayent d'optimiser leur processus de récupération de données. Malheureusement aujourd'hui c'est plutôt sous forme de fichiers Excel. Donc la donnée ne vit pas sur le cycle de vie du bâtiment. D'autres plateformes existent comme des plateformes de gestion de maintenance assistée par ordinateur ou d'Energy Management System. Mais ici on prend les données disponibles. Avec Buildy on va chercher des données terrain concrètes. Notre business model, notre modèle économique, pour faire très rapide, il est assez simple. C'est une plateforme SaaS qu'on met à disposition sous forme d'abonnement, que ce soit l'abonnement complet ou même si votre organisation est scindée en 2 parties avec les auditeurs et les exploitants de bâtiments, on peut proposer un abonnement à chaque partie. Pour mener l'aventure Buildy, on est 3 pilotes dans l'avion. Je me suis associé à Thomas et Bruno, que j'ai rencontrés dans le monde de l'énergie et du bâtiment. Et nous avons, à nous 3, 20 ans d'expérience dans le marché du bâtiment et de l'énergie. Nous sommes accompagnés par l'incubateur Agoranov et l'accélérateur Wilco et nous avons procédé au premier recrutement depuis le début de l'année. Donc je suis face à vous parce qu'on a été lauréat du concours et pourquoi pas collaborer avec vous aussi pendant l'année 2018 parce que nous sommes accompagnés par des structures d'accompagnement start-up qui sont réputées en France et en Ile-de-France parce que nous déployons notre solution aujourd'hui sur 70 bâtiments ICAD. Ça représente 400 000 m². Pour donner un ordre de grandeur, c'est le Vatican, donc c'est assez important. Et nous discutons actuellement avec d'autres prospects comme Caen Normandie ou Plaine Commune Saint-Denis. Pour finir, aujourd'hui, on pourrait collaborer, vous pourrez donner un vote à Buildy. Pourquoi? Parce que nous sommes une team qui souhaite s'agrandir, que nous allons créer de l'emploi, nous allons être reconnus par les professionnels du bâtiment et de l'énergie en France. Et nous souhaitons créer des réels partenariats avec vous, du business, et bénéficier également des conseils des partenaires, tout en
n'ayant de la relation presse et visibilité médiatique. Si vous avez des questions, on se retrouve juste après. Merci beaucoup Kevin, Bildy. Donc vous n'hésitez pas, vous le notez. Et je vais appeler Étienne Tellier, d'Iconem. Bonjour Étienne, c'est à toi. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Tellier, je suis le directeur général d'Iconem, start-up spécialisée dans la numérisation 3D de sites de patrimoine. Donc nous utilisons des technologies de pointe, et en particulier des drones. Ah. Il y a un petit problème technique, mais c'est pas grave, j'ai passé outre. Normalement, il y a des vidéos qui s'enclenchent, elles s'enclenchent pas. Bon, c'est pas grave. Donc nous utilisons des drones qui prennent des milliers de photos de sites de patrimoine et des algorithmes de reconstruction 3D qui sont capables, à partir de ces images, de créer des versions 3D photoréalistes extrêmement précises des sites. Nous travaillons beaucoup à l'international, et en particulier dans les pays instables où le patrimoine est en danger. Donc nous avons beaucoup travaillé en Irak, en Afghanistan notamment. Nous avons à ce jour scanné une centaine de sites dans une vingtaine de pays, mais nous sommes aussi présents en France. Donc toute la raison d'être d'Iconem, c'est de préserver la mémoire des sites. Les sites aujourd'hui sont plus menacés que jamais par toute une série de dangers, notamment les conflits armés. Donc on l'a vu par exemple à Palmyre, où nous sommes intervenus il y a un an. On voit ici l'Arche monumentale de Palmyre. Les sites sont aussi menacés par l'expansion urbaine avec une explosion de la population urbaine prévue au cours des 35 prochaines années, menacés aussi par les dérèglements climatiques. Donc nous utilisons une technologie disruptive pour atteindre cet objectif qui repose sur plusieurs partenariats, notamment un partenariat avec Parrot, avec qui nous avons fait une levée de fonds il y a 2 ans et qui nous apporte tout un soutien sur la composante drone. Un partenariat aussi avec l'INRIA, donc le Centre de recherche en informatique, avec qui nous avons bénéficié d'un transfert de technologie sur les algorithmes photogrammétriques. Donc c'est cette technologie qui permet de convertir des photos 2D en modèles 3D. Nous proposons 2 offres commerciales, une offre de médiation culturelle innovante et une offre de monitoring des sites basée sur de nouveaux outils 2.0. Donc tout d'abord, en ce qui concerne la médiation culturelle, nous avons mis en place de nouveaux types d'expositions qu'on appelle les expositions immersives et qui permettent aux spectateurs de se retrouver plongés dans les sites de patrimoine. Donc là, on voit des images de l'exposition Site éternel, qui est une exposition qui s'est tenue il y a 1 an et demi au Grand Palais, qui a attiré 60 000 spectateurs en l'espace de 3 semaines. Donc c'était un grand succès public. Donc on est parti de nos scans de sites en Syrie et en Irak pour créer des vidéos en images de synthèse à haute définition, très grand format. Donc ces expositions ont un fort intérêt parce qu'elles sont impactantes, engageantes pour le public, et aussi parce que comme elles ne reposent pas sur des collections physiques, il est beaucoup plus facile de les faire tourner. Il n'y a pas la question des assurances qui se pose. Et fin 2018, nous allons inaugurer une nouvelle exposition avec l'Institut du monde arabe, qui sera donc 2 fois plus grande que cette exposition Site éternel. Donc nous proposons aussi une offre commerciale à destination des collectivités locales, avec des vidéos en images de synthèse, donc qui sont très abordables pour des petites collectivités locales. Là, on voit par exemple le site de l'abbaye de Saint-Roman dans le Gard. C'est une abbaye troglodyte classée monument historique. Nous avons fait un relevé à la demande des services techniques, donc en vue de grandes opérations de revalorisation du site. Et suite à ce relevé plus technique, en fait, on a pu, avec le modèle 3D, créer une vidéo de médiation culturelle qui explique l'architecture, la composition du site. Donc c'est intéressant pour les collectivités locales parce que plusieurs services, le service technique et le service, par exemple, du tourisme, peuvent se mettre en commun pour mutualiser un peu des ressources et commander un relevé qui va servir à 2 usages différents. Donc ces nouveaux médiums, la 3D, l'image de synthèse sont très intéressants aussi pour la médiation culturelle parce qu'elles permettent beaucoup de possibilités graphiques. Donc là on voit la tour Saint-Jacques qui est un monument dans le centre de Paris que nous avons numérisé en partenariat avec la mairie de Paris. Et comme vous le voyez, on a fait tout un travail graphique à partir du modèle 3D pour montrer toute l'esthétique du site.
La 3D, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle de la reconstitution historique et donc montrer un site tel qu'il était il y a plusieurs siècles pour pouvoir expliquer l'évolution au fil des siècles d'un site. Donc deuxième offre, nous proposons aussi toute une série d'outils de monitoring des sites qui sont très technologiques. Là, je vais vous reprendre cet exemple de Saint-Roman. Donc à partir de ce relevé, on a pu créer un modèle 3D de très haute définition qui permet à un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage, ensuite de faire des mesures directement dans le modèle 3D, comme on le voit ici. Donc des mesures d'angle, de distance, de volume. On peut aussi faire des coupes. On peut voir beaucoup de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu à partir d'un modèle 3D. Par exemple, on peut jouer sur des effets de transparence de la matière pour voir voilà, la composition du site, comme on le voit ici par exemple. On a aussi développé un outil qui est très utile pour les collectivités locales ou les sites de culture qui ont de grosses bases d'archives, de grosses collections de photos. Il est parfois difficile de classer, d'héberger, d'inventorier ces grosses masses d'images. On est toujours un peu perdu dans ces milliers de dossiers qui sont sur les serveurs. Et donc, l'intérêt de notre outil, c'est que toutes ces images vont être classées de manière spatiale. En fait, elles vont être spatialisées dans un modèle 3D. Et donc, pour un chercheur, pour une personne des services techniques, retrouver une image, ça va être très intuitif. Il aura juste à se déplacer dans le modèle 3D comme dans un jeu vidéo pour retrouver donc l'image en question. Ça permet aussi de jouer sur deux types d'informations, la 2D et la 3D, qui sont agrégées, superposées l'une sur l'autre. Voilà, donc nous travaillons pour toute une série de clients, donc des grands organismes internationaux, mais aussi de grands musées tels que la RMN Grand Palais, des missions archéologiques des collectivités locales, avec beaucoup de partenaires donc des grands centres de recherche. Nous sommes aujourd'hui 11 salariés. Donc nous évoluons au sein d'un écosystème avec à la fois des grands groupes industriels comme l'UNESCO, comme Ubisoft, Microsoft, des centres de recherche, des grands musées. Et pour finir, voici nos contacts. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Étienne. Iconem, donc n'oubliez pas bien sûr de le noter. Et je vais appeler Florence Herry de Libéros. C'est à toi. Bonjour à tous, je suis Florence Herry, infirmière de formation et fondatrice de Libéro, le héros des soins à domicile. Alors déjà pour commencer, je voulais savoir si vous étiez au courant qu'aujourd'hui 12% des urgences hospitalières sont dues à des soins à domicile non effectués, c'est-à-dire des patients qui retournent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas trouvé d'infirmier ou de kiné dans leur zone ou autour de chez eux pour faire des soins à domicile. L'ARS Île-de-France a récemment indiqué que 70% des premiers soins à domicile n'étaient pas effectués parce que le patient ne savait pas qu'il pouvait appeler l'infirmier le soir même ou pendant le week-end. Ces conséquences sont probantes pourquoi ? Puisqu'il y a peu d'informations pour le patient aujourd'hui en sortie d'hospitalisation. L'hôpital n'est pas obligé d'organiser les soins à domicile pour leurs patients. L'offre de soins à domicile est très peu visible parce que les professionnels de santé n'ont pas le droit de se faire de publicité. Et ainsi, dans un contexte où la demande de soins est de plus en plus importante, il est très difficile aujourd'hui de trouver facilement un professionnel de santé qui exerce à domicile. Ce qui existe aujourd'hui, parce que vous allez me dire que forcément il y a des solutions qui existent, et elles sont trop diverses. C'est-à-dire que quand je dois chercher un professionnel de santé pour des soins à domicile, je dois trouver peut-être auprès de mes proches, pourquoi pas auprès d'associations, auprès de l'hôpital si potentiellement il peut me donner des informations, ou alors des structures. Je ne sais pas où aller, où me diriger. Et c'est pour ça que notre mission aujourd'hui chez Libéro, c'est de faciliter l'organisation et le retour à domicile des patients en France et en Île-de-France. Qu'est-ce que c'est Libéro ? C'est une plateforme de mise en relation qui permet à des patients, à des proches ou à des organisateurs de soins d'indiquer 4 critères de recherche qui sont la profession, infirmier, kiné, sage-femme, les types de soins recherchés, ablation d'agrafe, toilette, massage, la date de début de soins, ainsi que l'adresse exacte de mon domicile. Et en fonction de ces 4 critères, j'ai l'ensemble des professionnels de santé qui correspondent à ma demande, avec qui je peux prendre rendez-vous en ligne, comme Doctolib potentiellement, mais surtout avec qui je peux envoyer des demandes de soins qualifiées. Ces professionnels de santé nous indiquent à la rue près leur zone d'intervention, ils nous indiquent leur spécialité, les types de soins qu'ils effectuent, ainsi que les plages de disponibilité sur lesquelles on peut prendre rendez-vous avec eux.
Aujourd'hui, en France, depuis notre commercialisation en mai 2017, nous avons permis plus de 8000 prises en charge à domicile, avec environ 60 000 professionnels de santé partout en France qui proposent la demande de soins en ligne. Une réelle communauté de professionnels de santé qui regroupe à la fois des infirmiers, des kinés et des sages-femmes. En Ile-de-France, aujourd'hui, on a plus de 160 cabinets infirmiers inscrits à la prise de rendez-vous en ligne. Mais ce qui signifie que derrière, il y a plus de 300 infirmiers libéraux partout en Ile-de-France qui proposent la prise de rendez-vous en ligne, la demande de soins. Le mois dernier, on a eu une sollicitation de plus de 3500 demandes sur notre site en Ile-de-France pour l'organisation des soins à domicile, qui sont faites soit par des patients, soit par des proches, soit par des collectivités locales ou des organisateurs de soins. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire avec les collectivités ? Aujourd'hui, on n'avait pas vraiment voulu toucher dans un premier temps les collectivités locales, puisqu'on s'était dit l'acquisition des patients est sur Internet. Mais finalement, on a eu des retours et des demandes entrantes des collectivités, notamment des CCAS et des CLIC, pour trouver facilement des infirmiers et des kinés pour, d'une, fluidifier les sorties d'hospitalisation des hôpitaux de la ville ou du département. De 2, faciliter le maintien à domicile des personnes âgées au domicile. De 3, faciliter le lien ville-hôpital entre les professionnels de santé de l'hôpital et la communauté de professionnels de santé de la ville. Et puis, surtout de définir l'offre de soins à domicile qui existe aujourd'hui dans les zones qui sont parfois peu accessibles, ou tout du moins, où aujourd'hui l'ARS ou la Sécurité sociale n'a pas effectué ce travail encore. C'est dans ce sens-là qu'on souhaite travailler avec les communautés et les collectivités et les mairies de chaque ville d'Île-de-France. Aujourd'hui, on a été lauréat de plusieurs concours, notamment le Trophée de la santé mobile, qui est un trophée qui récompense les sociétés qui apportent des solutions pour les professionnels de santé, donc notamment là pour les infirmiers qui exercent à domicile et les kinés. On est également suivi par la BPI, mais également donc pour le concours d'innovation numérique, puisqu'on apporte une innovation d'usage, comme peut le faire les autres solutions de prise de rendez-vous en ligne, mais aussi d'accès aux soins à domicile. Comment j'accède à la santé quand je sors de l'hôpital ou quand je suis un patient lambda qui n'ait aucune information sur le milieu de la santé. Donc c'est dans ce sens-là que nous souhaitons avancer avec les collectivités locales et avec l'Île-de-France pour pouvoir améliorer l'accès aux soins à domicile de tous les franciliens. Merci Florence. Donc Florence de Libéraux qui vient de nous présenter. Je vais demander à All In Factory de me rejoindre, à David. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle David Cuisinier, je représente la société All In Factory et nous on s'attache au problème de la mobilité électrique et plus particulièrement on va vous proposer une solution pour tout ce qui a trait à la recharge. Aujourd'hui notre projet s'appelle Book and Plug. Book and Plug, qu'est-ce que c'est? C'est un projet industriel. C'est la première borne réservable et monétisable qui s'installe partout. L'équipe se compose de 3 chefs d'entreprise, on est aussi 3 amis, c'est une aventure humaine. Il y a David et Marc, alors il y a un ingénieur, un marketeur et un financier, donc on a les 3 compétences différentes, on a tous des âges différents aussi, donc on se complète et on possède encore notre capital à 100%. Des chiffres sur la mobilité électrique, il y en a beaucoup. En 2017, il y a 150 000 véhicules en circulation, donc potentiellement 150 000 points de charge. Le problème, c'est qu'il y a seulement 15 000 de ces points de charge qui sont accessibles. Ça veut dire 10% seulement. Donc de l'énergie, il y en a partout. Il y en a ici, il y en a sur la voie publique, il y en a au travail, il y en a chez vous. Il faudrait pouvoir libérer toute cette énergie. En 2030, on atteindra 6 à 10 millions de véhicules électriques et hybrides électriques, ce qui fait qu'il faudra installer 2 à 3 millions de bornes de recharge. On en a 15 000 aujourd'hui, vous voyez qu'il y a énormément à faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'équiper maintenant. Et s'équiper en bornes électriques, c'est une problématique qui commence à arriver dans les municipalités. Notre point commun, tous les 3, c'est qu'on est utilisateurs de véhicules électriques, donc on a tous rencontré la galère un jour de tomber en panne avec notre véhicule électrique et on a fait 3 constats. Le premier, c'est que le modèle de station-service pour surcharger, notamment avec un superchargeur rapide, n'est pas adapté à la recharge quotidienne. Une station-service
vous pouvez vous recharger en 10 minutes. Avec une voiture électrique, ça vous prendrait 4 à 8 heures. Donc il faut un autre modèle de déploiement si on veut mettre 3 millions de bornes électriques. Le deuxième constat, c'est que le trajet en véhicule électrique, il peut devenir rapidement une galère si on arrive et qu'il y a déjà une queue de 4 véhicules électriques ou si la borne ne fonctionne pas. Donc le but du jeu, ce serait de pouvoir la réserver. Ça peut paraître trivial, mais vous vous en souviendrez pour la suite. Le troisième constat, c'est qu'il n'y a pas assez de bornes sur le territoire et on a même des inégalités territoriales. Il faudrait pouvoir installer des bornes partout et surtout en contrôler l'accès. Aujourd'hui, certains ont essayé de répondre à cela par des solutions matérielles. Alors à gauche, vous voyez ce qu'on appelle les charges normales. Ça représente aujourd'hui 50%. C'est la charge à domicile, tout simplement. C'est du 10 ampères, 16 ampères. Et à droite, vous avez les systèmes complémentaires, c'est les superchargeurs. Alors, une charge normale, c'est là, nous, on va se situer. Vous rechargez votre voiture entre 4 et 8 heures. Le problème de toutes les solutions qui existent aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas rechargeables, pas partageables, pas sécurisées, elles ne s'installent pas partout, elles n'ont pas tous les types de prises et elles ne sont pas innovantes. Pourtant, en 2030, la charge normale, c'est-à-dire la charge que vous allez faire chez vous, c'est 80% du marché. Quand vous allez vous recharger avec des véhicules électriques, c'est un fantasme d'imaginer qu'on va se recharger en 30 minutes, ce n'est pas possible. On sort de chez Total, ils nous ont même dit que ce ne serait pas 20% les superchargeurs, mais ce serait plutôt 15%. Donc il va falloir trouver un autre modèle. Les superchargeurs, pour nous, ce sera un modèle complémentaire. Pourquoi des superchargeurs, on ne peut pas en mettre partout? Parce qu'un superchargeur, il faut une ligne dédiée spécifique. C'est très onéreux, ça coûte entre 15 et 35 000 euros. C'est pas réservable, ça ne s'installe pas partout et ça choque vos batteries. C'est-à-dire que ça va détruire votre batterie de voiture électrique plus rapidement qu'une charge normale. Et c'est aussi des solutions peu innovantes. Et bien sûr, tous ces superchargeurs fonctionnent avec des cartes différentes. Votre carte à Orléans ne peut pas être utilisée à Paris ni à Marseille. Et il y a aussi des solutions logicielles, mais elles se bornent, en fait, ces solutions logicielles, à vous identifier là où se situent les bornes. Donc nous, on trouve que ça va pas trop loin et on va vous proposer une autre voie. Donc aujourd'hui, une mairie qui veut investir dans une borne, comme on a rencontré beaucoup, elle va dépenser entre 7 et 30 000 euros pour mettre un superchargeur, c'est onéreux, et elle va dépenser 100% de l'investissement. Et donc, au final, vous avez un superchargeur en centre-ville où il y aura la queue, que vous ne pourrez pas contrôler l'accès et qui est très cher. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a inventé la première solution innovante à la fois logicielle, book, réservé, et matériel, plug. On est un vrai projet industriel, c'est-à-dire qu'on fabrique nos propres bornes à Nantes, en pays nantais. On a inventé la première borne de recharge universelle qui est réservable, ça peut paraître trivial, mais réservable, on est la seule au monde à être réservable et vraiment qui fonctionne aujourd'hui. Et elle s'installe partout, même en zone blanche, c'est-à-dire qu'on a développé un brevet. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On a une solution matérielle, des prises connectées, réservables en ligne, anti-vandalisme. Elle permet de recharger en 16 ampères au lieu de 10 ampères. Quand vous allez recharger votre voiture électrique chez vous, vous allez la brancher à la prise. Mais là, vous serez en 10 ampères. Le fait de mettre une wallbox ou notre prise, vous chargez en 16 ampères. Donc 60% plus vite. Elle s'installe partout, même en zone blanche, c'est-à-dire que même dans un parking au 6e étage, sans modem, avec votre téléphone portable, vous activez la borne en Bluetooth. Il n'y a pas besoin de mettre de télémétrie dans notre borne et c'est pour ça qu'elle est beaucoup moins chère. Aujourd'hui, une borne coûte entre 1200 et 2500 euros, la nôtre coûte 599 euros. C'est pour ça qu'on va en mettre partout. Et on a bien sûr une solution logicielle complète, parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est de partager. Et qu'est-ce qu'on va faire? La logicielle vous permet de réserver la charge, mais aussi le parking. On va proposer une solution pour la recharge pour les municipalités, mais aussi pour le parking. Elle va proposer les échanges collaboratifs et ainsi que l'optimisation de votre consommation et la gestion de vos revenus. Parce que bien entendu, si vous êtes particulier, votre voiture elle va recharger 10% du temps chez vous, mais 90% du temps, elle n'est pas là. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez la mettre à disposition des autres. Vous pouvez monétiser l'accès. C'est-à-dire qu'une recharge qui va vous coûter 1 euro, vous pourrez la revendre 2 euros, 3 euros. Donc aujourd'hui, on devient un accélérateur du développement électrique. Le coût des véhicules électriques baisse, l'autonomie elle progresse, le temps de charge. On pense que quand on n'est pas utilisateur de véhicules électriques, il faut se recharger rapidement. Non, il faut voir ça comme un téléphone portable. Vous allez vous recharger à charge normale chez vous, au travail, quand vous faites du shopping, tout au long de la journée. Et il y a trop peu de bornes. Mais nous, à 599 euros, les bornes, on va en mettre partout, comme on l'indique ici. Et concrètement, on s'adresse aux particuliers qui veulent recharger rapidement, aux chefs d'entreprise, aux maires. On est un système français breveté, fabriqué en France. On est déjà 8 et on prévoit 25 emplois. Et les premiers essais auront lieu à partir de septembre 2018. Voici à quoi ressemble la borne. Notre prototype est disponible depuis la semaine dernière. C'est produit à Nantes.
Et l'usine nouvelle nous qualifie de Airbnb de la distribution d'énergie des véhicules électriques parce qu'en fait, c'est le modèle qu'on a choisi. Vous pouvez voir Airbnb au-dessus, en dessous et l'autre en dessous. Donc on va gagner de l'argent en vendant la borne, mais aussi on va prendre une commission sur chaque transaction. Quand une municipalité décidera de facturer ou non, ou un particulier décidera de facturer ou non, nous, on prendra 10% dessus. Et notre système est aussi Smart Grid Ready, donc il s'installe parfaitement dans les Smart Cities. Et ça permet de ne pas construire une nouvelle centrale nucléaire, car on répartit la charge toute la journée sur tout le territoire. Et on invite tous les maires à nous retrouver sur notre projet sur bookandplug.com/mairie. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup David. All In Factory. Pour finir, je vais demander à Dieudonné Moukoué de nous rejoindre, de Fitters. C'est bon pour toi? Ouais. C'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Dieudonné Moukoué, le porteur du projet Fitters. Donc avant de vous parler du projet, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus personnel. Je vais vous parler de ma sœur. Alors comme vous pouvez voir, ma sœur, c'est une épicurienne. Elle aime les plaisirs de la table. Mais l'année dernière, en fait, j'ai failli la perdre lors d'une opération un peu bénigne liée à son surpoids. Ouais, on m'entend mieux là? Ouais, super. Donc je disais, ouais, l'année dernière, j'ai failli la perdre lors d'une opération bénigne liée à son surpoids, tout simplement. Donc, en fait, des cas comme Mireille, on en a tous à peu près autour de nous, en fait. Donc, on compte plus d'un Français sur deux dans cette situation. Et cette population, elle est un peu plus sensible à tout ce qui va être affection de longue durée, cancer. Et c'est une économie de 10 milliards qu'on pourrait faire simplement en faisant 3 heures de sport par semaine. Donc, naturellement, en fait, comme un petit frère bienveillant, l'idée, c'est de comprendre comment je peux accompagner ma sœur. Donc, en fait, je lui demandais, est-ce que tu as essayé les salles de sport? Sa réponse tout naturelle était la suivante, écoute, d'abord c'est trop cher. Et puis en termes de logistique, moi avec la petite, c'est pas pratique. Et enfin vu son surpoids, elle n'était pas à l'aise de pouvoir faire du sport face à des gens qui sont plutôt en mode body training ou cours de Zumba. Donc clairement, pas adapté. Naturellement, je lui demande, est-ce que tu as essayé le coach sportif? Alors là, elle me rétorque, elle me le met un peu dans la gueule, à vrai dire. Ouais, il y a mon mari qui m'en a filé un. Ok, d'abord, une galère pour pouvoir le contacter. Le téléphone, c'est pas pratique. Une fois sur place, c'était à se demander s'il était vraiment coach sportif. Attitude martiale, pas de matos, et puis en plus 70 €. Donc pour elle, 70 €, elle a envie de passer une expérience agréable. Souffrir, elle sait qu'elle va souffrir, mais passer une expérience agréable. Et sans le savoir, en fait, elle venait de créer Fitters, en fait. L'idée, c'était de pouvoir lui proposer une formule simple, en fait, où elle allait pouvoir réserver de façon ludique, avoir des coachs de qualité, où elle est sûre que les types sont ce qu'ils disent, tout simplement. Et puis enfin, que ce soit une formule accessible, parce que même si elle a du pouvoir d'achat, tout le monde ne peut pas se payer ce type de prestations. Et enfin, qu'on puisse lui proposer des lieux ludiques, uniques, où elle va pouvoir pratiquer du sport partout, chez elle, au travail ou dans nos hôtels partenaires du groupe Accor. Et on est content de dire que depuis septembre 2017 où on a lancé le programme, ma sœur elle est passée d'une morphologie un peu rondelette à une femme un peu plus sexy chocolat, si je peux me permettre. Bon, je peux me permettre, je suis son frère, donc à partir de là je suis à l'aise avec. Des cas comme Mimi, pendant toute cette période, on a recruté à peu près 800 sur le particulier. Donc clairement, en fait, tout naturellement, la réflexion est venue pour nous dire, si les particuliers adhèrent au concept, on pense qu'il y a des prescripteurs qui sont capables de véhiculer ces messages. C'est ainsi qu'on a pu voir que nos adhérents, ils adoraient chez Fitters cette qualité. D'abord, un prix accessible, 40 € que vous soyez seul ou à 4, qui permet de faire du sport avec des personnes de confiance. Un label qualité coach qui vous rassure, et avoir une personne qui vous écoute et capable de vous accompagner. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir chez Fitters, c'est de retrouver cette qualité systématiquement avec ces coachs où on a, pour vous donner un ordre de grandeur, 300 coachs candidatés, 15 retenus. Et pour retenir cette crème de la crème des coachs, en fait, nous, on va les équiper, les assurer jusqu'au bout afin d'assurer ce label qualité. Tout naturellement, en fait, cette expérience qu'on a eue avec ma sœur et puis ses nouveaux clients,
On l'a travaillé avec différents acteurs. Les entreprises, qui sont des véritables prescripteurs, où on peut répondre à des problématiques de sédentarité, de décloisonnement et de performance de l'entreprise par le sport. On a essayé de travailler également sur la partie préventive avec des acteurs comme Vinci. Des acteurs comme Vinci sur les préventions, sur les métiers de la manutention et de la logistique. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers où le corps subit des traumatismes. Donc tout naturellement, on a mis en place un programme où on intervient en échauffement avant le début de chantier, en étirement, et on réalise des fiches posturales et de prévention qu'on peut véhiculer au sein de l'entreprise pour pouvoir mettre en place sa politique RSE. Maintenant, pour nous, en fait, le sport, il doit se penser globalement. Comment on le vit dans un espace plus généralement. C'est ainsi qu'on s'est acté à travailler avec des acteurs comme Accor pour redynamiser ou développer l'activité des hôtels qui font un maillage excellent sur les territoires. L'idée, c'est de fournir un service additionnel pour les clients de l'hôtel et de l'autre côté, de pouvoir ouvrir l'hôtel aux populations locales où ils vont pouvoir refaire du sport et redécouvrir leur voisinage par le biais du sport. Et quand on y réfléchit plus activement, on se dit, il y a des acteurs qui peuvent aller plus loin dans cette réflexion. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers les professionnels de santé et les agglomérations. Aujourd'hui, on travaille avec une agglomération d'une taille de 600 000 habitants en mettant en place un véritable parcours sport-santé. L'idée, c'est de mettre autour de table, en fait, les mutualistes qui vont pouvoir sécuriser et prendre en tout ou partie une partie de la prestation sportive pour pouvoir mettre en bonne condition et animer le réseau d'adhérents. Les médecins qui vont pouvoir avoir une plateforme qui va leur permettre de donner de la traçabilité, donner des contre-indications aux professionnels sportifs qui vont venir intervenir en local. Les agglomérations coordonner l'ensemble de ces éléments-là, animer en mettant à disposition des locaux pour pouvoir animer la ville et jouer sur les leviers de formation en professionnalisant des métiers de praticiens sportifs qui vont agir en local pour animer en local. Pour relever ce challenge, on est une équipe de 6, donc Antoine Matijeski qui a un profil très marketing digital, Mano Daligna, Louis Picamol également. Et puis surtout, on a essayé de s'entourer d'experts, en fait, qui n'étaient pas de notre domaine de compétences. Donc en label qualité sportif, on a essayé de travailler avec la crème de la crème. Donc Louis Picamol et Céric Sorando, qui sont tous deux capitaines de l'équipe de France de rugby à 15 et de handball, qui travaillent à une réflexion comment ils peuvent amener l'excellence sportive au service de chacun. Sur la partie financière, on travaille avec Isabelle Drupra, qui est gestionnaire de patrimoine, qui nous aide à structurer le business model et à avoir quelque chose de viable pour l'ensemble des partenaires qui rejoignent le parcours. On est une start-up incubée à Station F sous l'égide de Yann Gozlan, qui est rien d'autre que l'un des fondateurs de 42, d'Epitech et d'Epita. Il permet de sécuriser la donnée, ce sera un véritable enjeu pour la santé, pour pouvoir tout simplement, pour les administrer, avoir un parfait suivi pour les maires à ce niveau-là. Et puis dès le départ, on a voulu avoir un cadre juridique qui soit parfaitement bordé. C'est ainsi qu'on a pu travailler avec EY et MMA pour sécuriser la solution. Je vous remercie infiniment. Bravo, je pense qu'on peut applaudir nos silos RRA. Bravo pour ces pitchs, vraiment intéressant. Et maintenant, c'est là où ça score. Ça score surtout pour le jury parce que vous savez que nous avons reçu plus de 200 dossiers pour ce concours de start-up et nos 6 lauréats qui sont sortis des présélections vont pouvoir recevoir des prix en fonction du classement qui va être fait par le jury. Donc j'ai demandé au jury du coup de rejoindre la salle numéro 1 pour délibérer. Et je vous donne rendez-vous à 16h10. Ouais. Okay. Et je vous donne rendez-vous à 16h10 pour connaître la liste des lauréats, qui sera le premier, qui sera le second, et ainsi de suite. Et nous aurons pour remettre les prix Benjamin Griveaux, qui sera présent, qui est le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Et nous avons Guillaume Boudy, qui est le secrétaire d'État à l'innovation auprès du Premier ministre, qui sera tout à l'heure à 16h10. Donc je vous donne tous rendez-vous ici à 16h10 et on attend les délibérations du jury. A tout de suite. Merci à tous, merci d'être présents du coup pour la remise des prix du concours des startups du Salon des maires d'Île-de-France. Je suis ravi de vous dire que le jury a délibéré et que nous attendons du coup avec impatience de savoir qui sont les gagnants de cette édition 2018.
Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir G. Nirsimlo, président de KPMG. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, monsieur le président en chef Stéphane Baudet, je suis très heureux de pouvoir participer à ce premier prix de concours Start-up, concours qui gratifie les idées novatrices qui ont pour objectif de penser la ville de demain, la Smart City. Nous avons certainement des atouts en France, des atouts parce que nous avons parmi les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mathématiciens dans le monde et aussi un esprit créatif, un terrain fertile pour la créativité. Et en outre, l'État aujourd'hui a une stratégie très claire en matière d'innovation, de développement numérique, de la transformation. Et la présence de Monsieur le ministre le témoigne. Et nous sommes, nous, chez KPMG, tout à fait en soutien à cette démarche. Vous savez, KPMG, pour ceux qui ne connaissent pas, réalise 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, près de 200 000 employés. Mais ce qui est important, c'est qu'en France, nous sommes le premier acteur avec 230 bureaux, 9 000 personnes, très implantées dans nos régions, et l'Île-de-France étant la première région pour nous. Donc en investissant environ 1 milliard d'euros par an dans les big data, dans l'intelligence artificielle et dans l'Internet des objets, KPMG aide les entreprises à innover, à grandir, à se transformer en anticipant les besoins des start-up, des scale-up jusqu'au CAC 40. Et donc je suis très fier d'être là aujourd'hui pour encourager cette démarche avec les lauréats. En France, nous avons aussi, l'année dernière, lancé Hello Open World. Vous avez un kiosque à côté, une plateforme d'open innovation permettant aux entreprises de toute taille de collaborer. Donc je vous invite d'ailleurs à prendre un café avec moi lors du prochain Vivatech qui se tiendra le 24, je crois, du 24 au 26 mai. Et c'est vraiment une rencontre internationale de l'innovation, vraiment un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et j'ai beaucoup appris en écoutant nos lauréats. Quand vous êtes 6 lauréats, vous êtes déjà des gagnants. Et je vais vous laisser découvrir. Et je vais passer la parole au secrétaire général, je crois. Merci. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le président, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Moi, je suis le nouveau secrétaire général pour l'investissement qui, comme vous le savez, succède au commissariat général pour l'investissement. Et s'il succède, c'est qu'il vient porter un nouveau produit de financement et d'accompagnement pour l'ensemble du territoire, qui est le grand plan d'investissement qu'a annoncé le Premier ministre le 25 septembre dernier. 57 milliards qui sont consacrés à la fois à la transition écologique, à la formation des compétences, à la compétitivité par l'innovation, et enfin à la transformation du service public, notamment en utilisant la magnifique opportunité qu'offre aujourd'hui le monde numérique. Et je suis venu vous dire ici, particulièrement ici à la MIF, que ce grand plan, il ne se fera et il ne peut se faire qu'avec évidemment la coopération, le partenariat avec les collectivités locales, en particulier évidemment les villes, et qu'il y a de très nombreux outils qui sont prévus dans ce plan pour accompagner les initiatives et l'excellence des territoires. J'en cite quelques-uns. Vous avez territoires d'innovation de grande ambition. Nous en avons 2 très beaux qui ont passé déjà la première étape, en Essonne et ici, pas très loin, à Plaine Commune. Nous avons un programme d'investissement d'avenir qui est régionalisé et qui est coporté avec les régions. Et puis vous avez, et c'est juste un écho à ce magnifique concours, un très bel outil qui s'appelle Ville de demain, qui a permis depuis quelques années, et qui continue à le faire, d'accompagner 31 éco-cités, dont 11 en Île-de-France, et qui viennent en soutien de toutes les initiatives qui émergent de ces territoires. On vient de terminer un dernier appel à projet. Ce sont presque 700 millions d'euros qui auront été investis au fil des années. Il en reste un tout petit peu encore d'ailleurs, et on va continuer à accompagner ces territoires, et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis le deuxième soutien que je voulais témoigner, c'est auprès évidemment de toutes ces start-up qu'on a rencontrées
Et il faut qu'elles sachent qu'elles ont, à travers ce plan d'investissement du gouvernement, un véritable soutien qui les attend à travers d'ailleurs les différents opérateurs de guichet. Je pense à BPI, à la Caisse des dépôts et consignations et également à l'ADEME qui mettent en œuvre ce plan financé par l'État. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je vais une fois de plus, ça fait 3 jours que je le fais, rassurer toutes celles et ceux qui me connaissent. Étant en extinction de voix, je vais être évidemment beaucoup plus court que d'habitude. Ça rassure toujours au début. Je voudrais vous dire combien moi je suis fier qu'on soit à nouveau ici, tous ensemble, à l'occasion de ce concours. On peut avoir le sentiment, quand on lit ce qui est derrière nous, quand on visite les stands, qu'on est à un salon économique et qu'on est là pour parler de l'avenir, de la structure de nos entreprises de demain. Ce n'est pas tout à fait faux. En même temps, quand on est en Île-de-France, 5e puissance économique régionale du monde, que l'on est ici pour inventer l'avenir, ça paraît être la moindre des choses. Mais des start-up, un social bar, ici, au Salon des maires d'Île-de-France, c'est loin d'être anachronique. Le Salon des maires d'Île-de-France, c'est l'occasion de rappeler que le territoire communal, le lien social du territoire communal, est un enjeu pour l'avenir, monsieur le ministre, mon cher Benjamin, évidemment essentiel. Et que pour que ce lien du territoire perdure, il doit se réinventer. Et depuis plusieurs années, ici au Salon des maires d'Île-de-France, nous essayons de travailler à la réinvention du modèle communal, évidemment par des échanges récurrents avec les différents gouvernements, par le travail que nous faisons nous au sein de nos commissions, par la volonté qui est la nôtre de bousculer les lignes, y compris parfois même en allant jusqu'à la création de communes nouvelles. Mais créer la collectivité locale de demain, c'est avant tout se poser la question de notre point de vue. Il y a votre point de vue économique, évidemment, que nous devons soutenir, mais de notre point de vue, à nous, les élus locaux, c'est la qualité du service public que nous allons rendre à nos habitants demain. Et de ce point de vue-là, accueillir un social bar, accueillir des idées, accueillir des start-up qui viennent d'abord nous aiguillonner, nous bousculer, mais également nous aider, comme le font toutes les entreprises présentes au salon, à réinventer ce modèle communal, à trouver des solutions nouvelles en matière culturelle, en matière de gestion du patrimoine, en matière de gestion des flux, en matière de construction, on l'a vu parmi toutes les innovations qui sont ici, en matière d'accompagnement de nos aînés, notamment dans le maintien à domicile, sur les questions de la santé, avec tous ces territoires qui sont devenus des déserts médicaux, y compris ici en Île-de-France, tout autant d'ailleurs dans les secteurs ruraux que dans les secteurs urbains. Je suis donc très fier de ce nouveau concours, très fier que vous ayez été 200 à candidater, à venir nous faire des propositions d'actions éminemment concrètes pour nous aider, encore une fois, j'insiste là-dessus, à renouveler nos pratiques, nos process, parfois même tout simplement notre façon d'être élu et de travailler le lien à nos habitants, quels qu'ils soient, petits, jeunes, vieux, grands, petits, etc. On a besoin de ce lien ensemble et on le verra avec le dévoilement dans quelques instants des lauréats. Vous êtes de plus en plus inventeurs, de plus en plus astucieux et notre rôle à nous, une fois que vous avez travaillé, il y a évidemment l'ensemble du modèle économique qui va vous accompagner sur les questions de levée de fonds, de développement. On dit souvent qu'on a les meilleures idées en France, mais qu'on a parfois un peu de mal à les transformer en réussite. Je sais que Benjamin va donner des messages très positifs sur cette question, mais nous avons nous aussi le devoir en tant qu'élus locaux, pas seulement de vous accueillir ici, pas seulement de vous donner une vitrine, mais également d'être pour vous les cobayes, celles et ceux sur qui vous pouvez vous appuyer pour tester toutes vos belles réussites. Donc merci à toutes et tous. L'avenir du paysage communal, c'est évidemment nous, mais c'est surtout vous. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors je salue les présidents, parce que comme le disait Stéphane, en France, on est forcément président de quelque chose à un moment de sa vie. Et donc, je salue les présidents, les élus. Un grand merci Stéphane pour l'accueil, pour la visite du salon, avec un vrai succès, puisque 21 000 visiteurs, plus de 260 exposants. Ça montre que de la plus grande entreprise à la start-up, et on va avoir l'occasion de remettre des prix dans quelques instants, eh bien, la ville, la manière dont on vit ensemble, la manière dont on partage, la manière dont on va travailler, la manière dont on se déplace,
la manière dont on regarde les questions environnementales, les questions d'accès aux soins, etc. Ça concerne certes les très grands groupes, mais aussi les petites entreprises et les start-up. Évidemment, moi j'ai une sensibilité particulière sur les start-up. C'est lié à mon passage à Bercy, où on a beaucoup travaillé avec des très petites entreprises, très innovantes, très disruptives, qu'on a installées dans les locaux même de Bercy pour les faire travailler avec les grandes directions habituelles de ce ministère, de ce beau bâtiment du 12e arrondissement de Paris, mais où parfois les murs sont un peu épais, ce qui empêche les gens de rentrer, ce qui empêche les gens à l'intérieur d'entendre ce qui se passe à l'extérieur. Donc on a ouvert les fenêtres, on a fait un open space au 4e étage de l'Hôtel des Ministres, et on a abouti à un projet qui sera présenté dans quelques semaines par Bruno Le Maire et Delphine Génie-Stéphan, qui est un projet d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et on a organisé ça avec 6 chantiers. Et de manière assez originale, on a mis un parlementaire et un chef d'entreprise à la tête de chaque chantier. Donc on a fait venir les chefs d'entreprise à l'intérieur des murs de Bercy. Et c'est comme ça qu'on a co-construit, en essayant d'éviter les aberrations. Quand on avait une idée qu'on trouvait bonne et qu'un chef d'entreprise nous disait c'est une usine à gaz impossible que vous êtes en train de nous créer, ou qu'au contraire, il nous soufflait des bonnes idées, et on a essayé de construire un texte, de co-construire, un peu différemment de ce qui se fait sans doute, de ce qui se faisait traditionnellement, un texte plus en prise avec le réel. Parce que moi, ce qui me frappe dans tous les stands et dans tous les échanges qu'on a eus, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le secteur, c'est qu'à chaque fois, on part du réel. On ne part pas de l'idéologie, on part du réel, on part des besoins de nos concitoyens, on part des besoins des élus, et puis on met en cohérence les politiques publiques menées au niveau de la commune, parfois au niveau du département, de la région, avec les attentes de nos concitoyens. Et c'est au fond ça, le meilleur état d'esprit, et l'état d'esprit qui permet d'abord de trouver une clientèle, d'abord de pouvoir tester des modèles, ensuite, vous l'avez compris, de trouver des financements, monsieur le secrétaire général. Et les financements sont là, et c'est important. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est bien d'avoir des idées, mais il faut pouvoir trouver les relais de financement. Et on sait qu'en France, on n'est pas trop mauvais sur l'amorçage, mais on est très très mauvais sur la croissance après, ce qui explique en grande partie que beaucoup de nos entreprises, eh bien, le small is beautiful, c'est formidable, mais vous savez quoi, le big is not so bad. Et l'objectif du pacte, eh bien, c'est de permettre à nos entreprises de grandir. C'est ce qui sera présenté, débattu au Parlement d'ici quelques semaines et quelques mois. Monsieur le député, je suis certain que le texte sera encore enrichi, mais il a déjà su bénéficier de beaucoup d'apports d'expérience, de beaucoup d'expertise, de gens qui ont monté des boîtes, de gens qui se sont plantés, de gens qui ont réussi et qui, eh bien, par leur expérience, ont permis d'enrichir ce texte. Donc moi, je ne serai pas plus long. Je vais vous dire que je suis ravi de remettre un prix de start-up parce qu'il y a 2 ans, on a monté une petite start-up avec un type qui s'appelait Emmanuel Macron, alors qu'on a des barrières à l'entrée assez massives sur le marché sur lequel on s'est installé, où il y avait une situation de duopole assez difficile à percer, mais où avec une offre disruptive et avec surtout de la volonté, de la détermination et beaucoup d'énergie, on peut renverser la table. Et je suis certain que beaucoup des startups qu'on a pu croiser aujourd'hui, à qui on va remettre des prix, renverseront la table, imagineront la ville de demain avec le talent des élus, parce que cela se fait main dans la main. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vais demander à chacun des lauréats de venir nous rejoindre sur scène. Hop, et vous derrière. Est-ce que vous êtes tous là? On peut bronzer comme ça. Ah oui. On fait de la luminothérapie. Est-ce que la tribune est solide? Oui, il peut se mettre derrière, il fait 2 mètres. Ah oui, c'est ça le verra plus, c'est dommage. C'est pas grave du tout. Nous, on s'est fait derrière nous. Et je vous propose du coup d'attaquer directement par le premier, par le dur, par le pitch en fait, qui a le plus convaincu le jury, et en particulier sur son côté approche par rapport au territoire et par rapport à ce qu'il peut faire pour chacune des communes d'Île-de-France. Et je demandais à Florence de Libéraux. Ah bah, bien, parfait. Vous pouvez tous l'applaudir. Bravo. Merci beaucoup. En effet, Libéraux est une plateforme qui permet de facilement trouver des professionnels de santé pour l'organisation des soins à domicile sur le territoire national, mais essentiellement aussi sur le territoire francilien. Donc merci beaucoup pour ce trophée. C'est toujours important pour nous, start-up, d'être récompensés en tout cas. Donc merci beaucoup. Merci à vous, bravo. Merci. Merci beaucoup.
photos. On fait des photos. Photos. D'abord, on fait des photos. Formidable. Attendez, on va regarder, Voilà. parce que sinon il ne voit pas le truc. Merci beaucoup. Je descends en pression. Merci beaucoup Florence. Donc Florence de Libéraux. Pour la deuxième start-up lauréate, je suis heureux de demander à Étienne Tellier d'Iconem de venir présenter et de recevoir son prix. Merci beaucoup. Je suis très honoré par ce prix. Iconem est une start-up qui contribue à la préservation du patrimoine à l'aide des nouvelles technologies 3D, qui réalise des modèles numériques très haute définition pour conserver le patrimoine et la mémoire des sites, et qui réalise aussi des expériences de médiation culturelle. Donc on essaie d'œuvrer à notre petite échelle pour la cause des collectivités locales. Donc je vous remercie beaucoup. Bravo, c'est génial. On a déjà parlé, c'est génial. Bon, merci. Continuez. Bon courage. Une photo peut-être ? Benjamin, viens peut-être sur la photo. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Hop, on commence là. La valorisation du patrimoine. Voilà, Ouais, exactement. c'est génial. Il est déjà international, hein, cartonne. Et pour le troisième prix, je vais demander à toute l'équipe de venir de nous rejoindre, à toute l'équipe de All In Factory, et pour sa présentation. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Qui c'est qui prend le... On va le prendre à 3. Voilà. Au nom de All In Factory, c'est une aventure humaine. Avant tout, on est 3 chefs d'entreprise avec 3 compétences différentes, un financier, un marketeur et un ingénieur. Donc vous imaginez que la cohabitation n'est pas forcément super, mais on est avant tout 3 amis, donc c'est une aventure humaine. Donc All In Factory propose la première borne de recharge pour véhicules électriques, les voitures, les vélos, mais aussi les scooters, qui est réservable à distance et qui peut être monétisée. Notre but, c'est de mettre des bornes partout, chez les particuliers, dans les mairies, dans les collectivités, dans les entreprises, afin que le maillage du territoire s'améliore. Parce qu'on a beau faire de beaux véhicules électriques, sans borne de recharge, ça ne sert pas à grand chose. Merci. On sera là pour la photo encore. Merci. Bravo à vous. Bravo. Merci d'être Bravo. là. C'est la moindre des choses. Merci surtout à vous. Alors, merci monsieur encore une fois. Jamais, mettez-vous devant. Je vais demander aux 3 lauréats de monter pour la photo officielle. Photo avec ceux-là déjà. Redescendez. Et après on fera avec tout le monde pour écrouler l'estrade. C'est vous qui avez gagné. Le monsieur des startups, c'est pas le cas. On va avoir les partenaires du... C'est la dernière fois. Vous en même temps. C'est bien, ça ?